Donc de retour sur le plateau pour entamer notre troisième et dernier débat de cette édition de Bonjour l'Égypte. On va parler donc du cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis annoncé hier par les deux côtés, un cessez-le-feu de 2 semaines. Et on va parler aussi des derniers développements dans les territoires palestiniens occupés, surtout après l'incursion du ministre israélien de la sécurité intérieure sur l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa. Donc pour parler de ces deux sujets, on a le plaisir d'accueillir sur le plateau Monsieur Ahmed Abdelwahed, qui est chercheur en droit international à l'université de la Sorbonne. Bonjour monsieur. Bonjour madame, un plaisir de partager le plateau avec vous. Notre plaisir. Alors, on va donc passer à un reportage sur l'actualité. On revient pour notre débat. En fait, la décision de Donald Trump de suspendre pendant 2 semaines une frappe militaire contre l'Iran marque un tournant important dans cette crise régionale, et cette suspension est conditionnée par l'engagement iranien à garantir la libre circulation dans le détroit d'Ormuz, essentiel au commerce mondial. Bien sûr, l'Iran a présenté aussi un plan de 10 points de conditions aux États-Unis. On va en parler donc, et on va voir les détails dans le reportage suivant. Dans un tournant majeur de la crise, le président américain Donald Trump a annoncé la suspension pour une durée de 2 semaines de la frappe militaire prévue contre l'Iran. Une décision qui traduit une volonté apparente d'éviter l'escalade et de privilégier la voie diplomatique. Cette initiative intervient après d'intenses consultations avec les dirigeants du Pakistan, notamment le Premier ministre Shehbaz Sharif et le chef de l'armée Asim Munir. Islamabad semble ainsi s'imposer comme un acteur clé de la médiation régionale, œuvrant à contenir les tensions et à rapprocher les positions. Toutefois, cette suspension reste conditionnelle. Washington exige de Téhéran des garanties claires quant à la sécurisation et à la libre circulation dans le détroit d'Ormuz, passage stratégique vital pour le commerce mondial et les flux énergétiques. Dans ce contexte, Donald Trump a qualifié cette démarche de cessez-le-feu bilatéral, tout en affirmant que les objectifs militaires américains avaient été atteints. Il a également évoqué des avancées significatives dans les discussions avec l'Iran. Selon ses déclarations, une proposition iranienne en 10 points aurait été transmise à Washington et serait considérée comme une base sérieuse de négociation. La majorité de différends entre les deux parties serait en voie de règlement, laissant entrevoir la possibilité d'un accord global dans les 2 semaines à venir. Ce développement marque un glissement progressif d'une logique de confrontation vers une dynamique de dialogue, sous la pression d'une communauté internationale soucieuse d'éviter une escalade régionale aux conséquences imprévisibles. En définitive, cette trêve temporaire apparaît comme une opportunité décisive. Son issue dépendra de la capacité des parties à transformer cette désescalade en accord durable capable de stabiliser la région. Un moment charnière où la diplomatie tente de reprendre le dessus sur la logique des armes. Bon alors, de retour après le reportage, on a donc, on accueille au studio docteur Monsieur Ahmed Abdelwahed, chercheur en droit international à l'université de la Sorbonne. Bonjour encore une fois. Bonjour, et madame. ma première question, c'est sur la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Selon vous, qu'est-ce qui a poussé le président américain Donald Trump à surprendre donc le monde et à prendre cette décision à la dernière minute, on peut dire juste 1 heure avant l'expiration de l'ultimatum qu'il a donné à l'Iran pour frapper les infrastructures civiles? Pourquoi comment vous expliquez donc ce tournant, ce revirement de Donald Trump? Alors, pour comprendre la situation actuelle, il faut comprendre les éléments d'une façon plus globale.
le problème, si on contemple l'ultimatum lui-même, c'est qu'il revêt d'un caractère assez nébuleux. Vous voyez qu'il y avait une évolution des demandes du président américain qui change drastiquement d'un point de vue de l'autre. Par exemple, au début, l'ultimatum, le point essentiel, c'était de neutraliser le programme balistique de l'Iran. Et ça, c'était le point essentiel. C'était de garantir, en quelque sorte, la sécurité d'Israël, parce que pour elle, il s'agit d'un problème existentiel. Alors que l'Iran, pour elle, le fait de se militariser, c'est de se protéger contre Israël et les États-Unis. Oui. Ils se défendent de toute façon. C'est une agression contre leur territoire et ils se défendent. Exactement. Alors que le point essentiel de l'ultimatum a changé. On passe de la militarisation de l'Iran vers un aspect qui est purement économique, à savoir l'ouverture du détroit d'Ormuz. Et c'est le point essentiel. Et le président Trump a fait de ce point une condition de procéder aux négociations, en fait. Ce point est revêtu d'un caractère aussi exceptionnel parce que, comme vous le savez, le président Trump, il va être amené à faire face à un certain nombre d'événements qui est très important. L'homme d'affaires devenu président, il a toujours son calendrier aussi chargé parce que, comme vous voyez, il a une visite très importante en Chine en mi-mai. La célébration de l'indépendance américaine, numéro 251, mi-juillet, et au final, les mi-termes législatifs, mi-novembre. Du coup, le président, il a un problème, c'est qu'il cherche à assurer la stabilité interne, la stabilité économique, qui dépend largement du blocus du détroit d'Ormuz, pour faire stabiliser les prix et gagner l'opinion publique. L'opinion publique interne, exactement. Et du coup, le président américain, il avait cette volonté assez claire de trouver un deal économique à la dernière minute pour sauver son image politique en interne. À ce sujet, il faut saluer quand même la diplomatie des parties tierces du conflit, à savoir le Pakistan, l'Égypte, la Turquie, afin de trouver un rôle de médiateur dans un conflit aussi compliqué. Parce que, de base, si on se rappelle bien du début du conflit, l'Iran n'avait pas envie d'avoir un cessez-le-feu, elle avait envie de trouver... De changer le régime. De changer le régime, mais de trouver une solution aussi définitive, aussi catégorique au conflit. Et pour eux, leur arme stratégique, et ils étaient conscients de ça, c'est de garder le blocus du détroit. Alors, de trouver un équilibre de concessions mutuelles entre les deux pays, c'est un succès assez spectaculaire de la diplomatie. Et est-ce que vous voyez que le président américain a mal calculé donc cette guerre, ou comme on dit, une aventure? Il a cru que c'est comme le Brésil, il va changer le régime comme il l'a fait au Brésil, mais il s'est donc il n'était pas attendu donc à cette guerre, à cette défense de la part de l'Iran et des réactions donc du régime iranien, et aussi du soutien des Iraniens, même ceux qui sont contre le pouvoir. Mais ils soutiennent maintenant le pouvoir parce que leur pays est en train d'être agressé par les États-Unis et Israël. Alors, comme vous l'avez très bien dit... Il a mal calculé, donc. Alors, il y a un problème, c'est que le président américain, malgré le fait qu'il est le président du pays le plus puissant sur la planète, mais à mon sens, après ça peut être un sujet de révision, il a été amené à passer cette aventure parce que, comme vous savez, exactement, l'héritage de la politique américaine du XXe siècle, partagé par les deux partis, que ce soit les démocrates ou les républicains, c'est le soutien conditionnel de l'État israélien. Et ce qui fait que
Israël avait décidé de passer cette aventure-là parce qu'elle a estimé que l'Iran, c'est un État hostile qui essaye de se militariser de plus en plus, qui était en train d'enrichir l'uranium avec les 400 kilos à 60%. Pour Israël, à tort ou à raison, il s'agit d'une crise qui menace son existence et du coup, elle était contrainte, pour elle, selon elle, à passer cette aventure et les Américains, de plus en moins, n'ont pas fait que suivre cette aventure-là. Et la décision d'hier du président américain Donald Trump de ne pas, donc, on peut dire, un retrait, un recul, de ne pas donc frapper les infrastructures civiles iraniennes, est-ce qu'on peut dire que c'est un véritable changement de stratégie américaine ou c'est une manœuvre donc, diplomatique de la part de Donald Trump? Le problème, c'est que c'est un peu difficile de le dire parce que, comme je viens de le dire, le fait d'avoir un ultimatum assez nébuleux, ça reflète l'approche empirique du président américain. Le problème, c'est que on a un peu un président qui fait un peu en fonction de circonstances. Il n'y a pas une stratégie assez élaborée pour en finir avec le dossier iranien. Et le problème, c'est que le président, comme on vient de le dire, il n'a pas le temps. Il cherche à stabiliser économiquement le marché interne américain, spécialement le marché pétrolier. Et du coup, on cherche en quelque sorte à ne pas neutraliser la situation, mais un peu à reporter la question à la question posée, justement. Oui, selon donc les conditions posées par l'Iran, il y a, je pense, 10 points ou 10 conditions proposées par l'Iran pour un cessez-le-feu ou une trêve donc, de cette guerre. Et ces 10 points ont été acceptés par le président américain, mais pas toutes les conditions. Est-ce que vous pouvez donc nous donner une idée sur les principales conditions posées par l'Iran sur un cessez-le-feu? Alors, l'Iran souhaite avoir quelque chose de très simple, c'est d'avoir de garanties qu'elle ne sera pas anéantie. Le problème, c'est qu'on a un président américain qui menace noir sur blanc sur les réseaux sociaux qu'il va assurer à l'Iran un retour à l'âge néolithique. Oui. Ce qui est assez spectaculaire, c'est que ni le régime iranien, ni le peuple iranien n'ont envie d'avoir ce résultat-là. Et du coup, l'Iran insiste sur un truc aussi simple, c'est de continuer à avoir son influence régionale, que ce soit au Liban avec le Hezbollah, ou à Gaza, ou au Yémen avec les Houthis, et de garder leur de garder leur programme balistique et nucléaire pour assurer pour le moins leur défense et la continuité de l'État iranien tout court, et de garder une sorte d'équilibre dans le détroit d'Ormuz afin de garder d'un côté la stabilité de l'Occident, mais aussi pour le peuple iranien, parce qu'il y avait des conditions économiques assez dévastatrices à la suite des attaques israélo-américaines, notamment sur leurs infrastructures, leurs usines de raffinage de pétrole, qui a impacté largement leurs exportations. Oui, concernant donc le détroit d'Ormuz, est-ce que la condition qu'a posée l'Iran ou l'ouverture complète du détroit d'Ormuz est-elle applicable à ce moment? Alors, le problème, c'est que la publication du président américain, elle vient de sortir, et c'est un peu difficile de savoir si les Iraniens vont décider de respecter leur parole donnée. Moi, je pense que l'État iranien va se conformer et que l'ouverture du détroit, elle est quasi assurée, même
en imposant des frais supplémentaires, c'est mieux que d'avoir un blocus assez complet. Et c'est un problème qui ne touche pas seulement l'Iran, c'est un problème qui touche les pays de Golfe et aussi notre cher République égyptienne. Parce que, comme vous voyez, le détroit d'Ormuz est un passage de 20% des produits pétroliers, ce qui est assez spectaculaire au niveau mondial, qui va impacter oui, tous les pays déjà, concernés. c'est pas complètement fermé, je dois le signaler. Il est quasi fermé, puisqu'il y a des navires et des pétroliers qui passent toujours, des pétroliers turcs, égyptiens et pakistanais qui passent donc toujours à travers ce détroit. Je suis assez d'accord, mais bon, les économistes peuvent me corriger sur ce point. L'élasticité des produits pétroliers, elle est assez particulière parce que le moindre changement peut entraîner des hausses des prix assez importantes. Et le problème avec ce type de produit, entraîné des hausses des prix, bien sûr. Ça entraîne dans aussi des hausses des prix sur des autres produits qui peuvent générer des augmentations inflationnistes. Ce qui est dévastateur pour toutes les économies voisines. Et du coup, la moindre interruption dans le détroit peut poser des sérieux problèmes qui peuvent dépasser les parties du conflit eux-mêmes. Oui, revenons donc aux négociations et les pays médiateurs comme le Pakistan. Comment donc vous évaluez le rôle du Pakistan comme médiateur dans ce conflit? Moi, je trouve qu'il est indispensable. Parce que, en effet, l'histoire entre les États-Unis et l'Iran, elle s'étend sur des décennies d'hostilité et d'échecs en termes de négociation. Et du coup, le fait d'avoir un négociateur ou un médiateur qui a le moins de neutralité possible est assez important pour trouver des solutions fructueuses et faire évoluer la situation. Je trouve quand même que ça aura un impact limité. La réussite de la diplomatie, elle a été spectaculaire. C'est un exemple excellent d'avoir un cessez-le-feu. Mais pour avoir une paix durable et un accord de paix qui met fin au conflit dans ses racines, je trouve que c'est difficile pour un médiateur de trouver un tel équilibre. Puisque le conflit ou le malentendu entre les États-Unis et l'Iran est historique. Exactement, et on a un problème, c'est que le président américain, il a un discours assez instable. D'un côté, il peut engager des négociations, et de l'autre côté, il peut faire des attaques pour montrer l'exemple du pouvoir américain. Bon, je suis un juriste de formation, je peux vous assurer que ça viole largement le droit international qui impose des négociations paisibles, mais bon, on a un peu dépassé le cap juridique, nous sommes un peu... On a dépassé tous les droits internationaux. Oui, le problème c'est que on a un peu on a une charte des Nations Unies qui impose certaines règles basiques qui font coutume du droit international. Et le problème, c'est que si on dépasse la Constitution même du droit international public, bon, la Constitution c'est un mot, mais on le dit à de valeur rhétorique, mais le fait de dépasser la Charte des Nations Unies pose des sérieuses questions sur l'ordre mondial actuel et le fait de savoir si ça va persister ou pas. C'est une question assez sérieuse dans la doctrine des internationalistes. En fait, aussi le site d'information américain Axios a mis l'accent ou a rendu hommage au rôle joué par l'Égypte, surtout dans ces négociations. C'est pas un truc nouveau parce que depuis l'ancien président Moubarak, l'Égypte elle était un point de contact entre les États-Unis et le reste du Moyen-Orient. On avait ce rôle de médiateur, c'est quelque chose qu'on maîtrise. La diplomatie, elle est un peu dans notre tradition, mais encore une fois, le rôle de médiateur, il est assez important pour trouver un cessez-le-feu, c'est excellent, mais pour trouver des solutions plus durables, il faut se demander est-ce que l'Iran va continuer à résister les embargos qui durent
au moins 20 ans du fait des politiques américaines. Est-ce que Trump va décider pour une fois de trouver des solutions durables en laissant le pétrole au peuple iranien? C'est des questions assez sérieuses. Oui, donc vous voyez que ce cessez-le-feu peut être juste pour l'ouverture du détroit d'Ormuz, pour négocier donc sur le statut du détroit d'Ormuz, et on peut et un cessez-le-feu en Iran, mais on peut donc laisser de côté ou marginaliser les frappes israéliennes donc contre le Liban et contre la bande de Gaza, contre les Houthis par exemple, qui sont liés à l'Iran. Est-ce que ces dossiers-là, est-ce qu'on peut les marginaliser, peuvent être marginalisés? Alors, il y a plusieurs choses. Sur le dossier libanais, le Premier ministre israélien a fait une clarification assez importante qui dit que le cessez-le-feu ne concerne pas le front libanais. À voir ce que ça signifie concrètement. Est-ce que les attaques vont continuer? Est-ce qu'il se réserve un droit pour attaquer, mais il ne le compte pas l'utiliser vraiment? Je ne sais pas ce que ça signifie, mais le Liban n'est pas mis à l'abri, malheureusement. Oui. De l'autre côté, au Yémen, avec les Houthis, il y a un problème structurel avec eux, c'est qu'ils ne sont pas dans la complète dépendance de l'Iran. Et le problème, c'est que l'Iran, elle a militarisé les Houthis, elle les fournit avec les armes et l'information, mais il n'y a pas de hiérarchie directe entre eux, ce qui fait que le comportement de Houthis reste malheureusement imprévisible, et c'est un peu difficile de prédire les secondes étapes des extrêmes. C'est un peu compliqué. Oui. Puisqu'on parle donc du Liban et des territoires palestiniens, vous avez donc bien sûr suivi les nouvelles hier et cette incursion du ministre israélien de la sécurité nationale sur l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa. N'est-ce pas cet acte-là est considéré comme une violation du droit international, du droit humanitaire? Alors, le problème avec le statut de Jérusalem de l'Est, c'est que c'est un statut qui n'est pas codifié. On est un peu dans la coutume internationale, parce que comme ce territoire il est reconnu par la communauté internationale comme occupé, il y a un régime assez particulier qui repose sur la coutume et non pas sur des traités. Comme vous le savez, l'Aqsa il est un peu géré par ce qu'on appelle la tutelle hachimite. C'est un peu un régime qui assure au roi de la Jordanie, roi Abdallah II, si je ne dis pas de bêtises, de gérer le mosquée comme un lieu de culte musulman. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les musulmans qui arrivent sur Israël ou par d'autres voies ont un droit qui se base sur la courtoisie internationale de prier dans ce lieu de culte, qui est un lieu de culte exclusif. On peut autoriser l'accès aux non-musulmans, mais dans tout ce qui est d'ordre pratique religieuse, c'est exclusivement réservé à la confession musulmane. La situation, elle était comme ça depuis un certain nombre de décennies, sans contestation de parties concernées. Ça fait un peu, bon, je vous dispense des deux éléments de la coutume internationale, comment ça se forme et comment c'est fait, mais c'est un peu un stabilisateur très important pour le conflit israélo-palestinien dans son ensemble. Oui. Par contre, ce qui est codifié dans des traités et qui est coutume en droit international, une coutume qui est opposable à tous les États, c'est le droit international, le droit international humanitaire, comme vous l'avez dit. En effet, dans le protocole premier de la Convention de Genève, il y a un droit aux civils de ne pas être visés par les pouvoirs militaires ou par les instances étrangères. Ce qui signifie, c'est que les civils musulmans ont le droit d'exercer
leur confession de façon libre, et même pour les non-musulmans, ils ont un droit à ne pas subir une attaque quelconque d'une quelconque puissance étrangère. Le problème, c'est que, comme le seul État reconnu, bon, on peut revenir sur ça, mais le problème, c'est qu'avec l'État israélien, on peut donner un certain droit à interrompre les prières dans le mosquée pour des raisons d'urgence. Oui. Sauf que, comme vous le savez, ça fait des semaines que le mosquée est bloqué. Et là, on se demande, c'est quoi la définition de ces urgences-là? Mais ils ont dit, c'est à cause de la guerre en Iran, c'est leur prétexte donc. Alors, le problème en droit international, c'est que c'est un droit qui est juridique, mais on ne trouve pas d'instance centralisée pour dire le droit. Il n'y a pas de juridiction objective. Les juridictions en droit international sont des juridictions facultatives, c'est-à-dire que les États, comme créateurs du droit, ils décident de se soumettre à ces juridictions-là pour que ces juridictions-là qui disent le droit. Israël n'a pas fait le choix de se soumettre à aucune juridiction internationale, que ce soit la Cour pénale internationale ou la Cour de justice. Alors, il y a un autre facteur qui complique la donne, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la troisième vague de la reconnaissance du droit de l'État palestinien. C'est-à-dire que il y a quelques mois, certains États, des États qui font partie du Conseil de sécurité, et des États permanents, qui ont décidé de reconnaître l'État palestinien. On compte le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, quelques États européens et quelques États scandinaves. Et ce qui se pose, c'est ça la question intéressante pour ma personne, c'est qu'en est-il des effets de ces reconnaissances-là? Parce que le problème avec le conflit israélo-palestinien, c'est que avant on avait d'un côté un État constitué soit des éléments des États, je vous dispense le cours, territoire, peuple et gouvernement, et une sorte d'un territoire sans maître avec un peuple indigène qu'on ne le connaît pas. Maintenant, la donne, elle a évolué. La Palestine, elle est reconnue actuellement par plus de 120 États, ce qui est énorme, y compris des États européens et des États qui font partie du Conseil de sécurité actuel, ce qui est crucial. Le fait de reconnaître un État, c'est reconnaître trois choses principales. De reconnaître qu'il y a un État palestinien, ça implique qu'il y a un territoire palestinien, il y a un peuple palestinien, il y a un gouvernement palestinien. Et donc un peuple, un gouvernement qui a le droit de se défendre, qui a des droits comme les autres pays, comme Israël, bien sûr. On va, malheureusement, Monsieur Ahmed Abdelwaheb, on arrive à la fin de cette édition. On va parler la prochaine fois, bien sûr, davantage de la question palestinienne parce que ça mérite une émission tout entière. Merci beaucoup, Monsieur Ahmed Abdelwahed, qui est chercheur en droit international à l'Université de la Sorbonne. Merci pour avoir accepté notre invitation à l'Interview internationale et à la prochaine. Donc, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes.